Bienvenue pour cette nouvelle table ronde donc consacrée à la modélisation du cerveau, ce qui va permettre de mieux le comprendre et de mieux le soigner. Puisque les effets combinés des mathématiques et de l'informatique permettent aujourd'hui d'interpréter et d'analyser l'activité du cerveau. En modélisant la connectivité cérébrale, il est par exemple aujourd'hui possible d'identifier les foyers où vont se déclencher les crises d'épilepsie. L'intelligence artificielle est également d'une grande aide, notamment pour prédire un état neurologique. Ce sont toutes ces pistes du futur que donc nous allons aborder avec nos invités. Donc nous sommes ravis de retrouver Fabrice Bartholomei, d'accueillir Maureen Claire, également Madame Atina Tsovara. Donc vous serez avec nous en visio. Les échanges seront animés par donc Guillaume Gralet, rédacteur en chef Sciences et Tech au Point. Guillaume, c'est à vous pour ces nouvelles pistes absolument passionnantes. Merci Hélène. Et c'est vrai que le côté interdisciplinaire est fascinant, on va en parler tout à l'heure. Pour effectivement modéliser cet organe, 1,2 kg, 7 milliards de neurones à peu près. Et on en apprend tous les jours, on apprend surtout à le représenter. Et mieux le représenter, ça nous permet effectivement, comme le disait Hélène, d'en savoir plus sur l'épilepsie, sur le coma, on va en parler avec Atina, ou aussi de mieux communiquer par exemple avec des personnes qui atteintes de la maladie de Charcot, on va en parler avec Maureen. Je voulais commencer avec vous, Fabrice, sur tout ce que permet justement l'informatique, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, et puis peut-être un outil, le jumeau numérique, c'est-à-dire que vous travaillez sur différents projets, dont un qui permet de mieux modéliser le cerveau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre démarche ? Oui, merci beaucoup. Donc l'idée globale quand même d'un modèle, c'est de simplifier la réalité en fait. C'est ça l'intérêt. On va prendre certains paramètres de notre objet réel qui est là le cerveau, donc c'est un objet extrêmement complexe évidemment, et on va aboutir à une simplification pour mettre en avant des mécanismes en fait. Alors je peux peut-être montrer mes diapos. Je sais. C'est aussi complexe que l'univers, le disait Maureen. Oui, c'est un objet extrêmement complexe. Alors, en fait, moi j'ai la chance de travailler depuis plusieurs années avec des neuroscientifiques, des mathématiciens sur les modèles. Ouais. Juste la régie, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir la présentation de Fabrice Bartholomei? Merci beaucoup. Et donc, avec ces mathématiciens, ces neuroscientifiques, on essaie de modéliser à différents niveaux l'activité cérébrale. Alors, elle est derrière vous. Voilà. Alors, c'est la dia avant, je pense. Voilà. Donc si je peux la voir aussi ici, c'est bien. Oui, super. Voilà. Donc le principal corrélat dans le cerveau de son activité, c'est l'électricité en fait. Donc l'idée, c'est que votre fonctionnement cérébral dépend de modifications de l'activité électrique du cerveau. Et les modèles que l'on fait sont des modèles d'activité électrique. Alors ce que vous voyez, c'est peut-être un peu petit, mais c'est qu'il y a plusieurs niveaux de modélisation. On peut modéliser l'activité d'un neurone. Un petit peu plus large comme modélisation, on peut modéliser l'activité de plusieurs neurones qui interagissent entre eux. Et puis, on peut maintenant modéliser l'activité électrique d'un cerveau entier. C'est ce qu'on appelle des modèles macroscopiques, bioinformatiques, dans lesquels on peut mettre dans les régions cérébrales des modèles mathématiques d'activité électrique. Donc, c'est des modèles qui produisent l'activité électrique et qui vont être plongés dans la connectivité du cerveau, dans l'anatomie cérébrale. Donc c'est des modèles comme ça qu'on va utiliser et qui s'appellent des jumeaux numériques cérébraux, puisqu'ils vont être un jumeau en quelque sorte du cerveau, là de ce qui nous intéresse, c'est du patient. Alors dans quoi on peut l'utiliser? Nous, à Marseille et dans mon équipe, on l'utilise dans l'épilepsie. Alors l'épilepsie, c'est une maladie intéressante parce qu'elle se caractérise surtout par des anomalies de l'électricité du cerveau. Une crise d'épilepsie, c'est quelque chose qui produit une décharge électrique trop forte dans des zones du cerveau et ça va se propager dans le cerveau. Et malheureusement, certains patients ont des crises d'épilepsie qui persistent malgré les médicaments. Alors dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle un bilan préchirurgical et on essaie de localiser dans le cerveau ces régions qui génèrent les crises, ce qu'on appelle la zone épileptogène. Et très souvent, on met des électrodes dans le cerveau. C'est un petit peu invasif. C'est sous chirurgie, on met une vingtaine d'électrodes dans le cerveau. Pourquoi faire? Pour enregistrer les crises d'épilepsie.
Alors j'ai une diapo là où vous voyez sur un tracé d'à peu près 1 minute l'activité électrique d'une crise d'épilepsie qui naît dans le cerveau. Vous voyez qu'il y a des zones un petit peu plus sombres. Là, ça veut dire que l'activité devient trop forte, trop rapide. Et puis, vous voyez un petit peu, vous devinez, alors j'ai pas de pointeur, mais ça démarre dans des zones et puis ça se propage dans l'ensemble du cerveau. Et quand ça se propage, évidemment, ça modifie fondamentalement les rythmes du cerveau normal et donc donne des signes cliniques. Par exemple, une perte de conscience qui est un signe très commun dans les crises. C'est ça qui est génial, c'est qu'on arrive à modéliser aussi la propagation. Voilà, alors ça c'est assez complexe, vous voyez que le signal est compliqué, il y a une dynamique spatio-temporelle, c'est dans certaines zones. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on essaie de modéliser ce genre de tracé. Alors pour modéliser ça, on va créer ce qu'on appelle un jumeau numérique, un cerveau virtuel, avec l'équipe de Victor Girsa, on fait ça à Marseille à l'INSERM, et donc c'est en particulier dans ce projet dont on avait parlé tout à l'heure en aparté, le projet Epinov. Donc l'idée c'est d'avoir un outil qui va nous permettre de modéliser le point de départ d'une crise dans le cerveau, sa propagation. Pourquoi faire? Pour mieux guider une chirurgie d'épilepsie, savoir quelles sont les zones à soit opérer, soit stimuler, soit neutraliser, et pour éventuellement prédire, faire de la chirurgie simulée, simuler la chirurgie dans un cerveau virtuel d'un patient donné. Alors là, vous avez le schéma global de cette modélisation. Le principe, on rentre les données d'un patient, son anatomie cérébrale, à partir de l'IRM, on rentre dans le programme les enregistrements que je vous ai montrés, l'électricité du cerveau modifiée dans l'épilepsie, et à la fin du pipeline de la modélisation, qui est assez complexe, il y a de l'intelligence artificielle dedans. Alors, je ne sais pas, c'est encore un petit peu petit sur mon écran, mais peut-être qu'on le voit mieux, oui. Vous voyez, là, il y a des zones rouges dans le cerveau du patient. C'est les zones qui sont les plus épileptiques chez un patient donné. C'est individualisé à chaque patient. C'est pas quelque chose c'est pas un cerveau moyenné, c'est vraiment le cerveau d'un patient. Et le modèle nous dit, voilà, c'est ces zones en rouge qui sont les plus épileptiques. C'est ce qui est prédit par le modèle. Donc nous, en ce moment, on est en train de tester ça. Il y a un grand essai clinique en France qui est unique au monde où on teste ce genre de technologie dans la stratégie chirurgicale. On essaie de montrer. Alors, voilà, ça c'est l'essai clinique actuellement avec les progressions des inclusions. On a plus de 300 maintenant, 350 patients inclus. Donc l'essai est fini. On va avoir les résultats dans quelques mois. Mais c'est l'application vraiment. C'est aujourd'hui le seul modèle qui est appliqué dans une maladie neurologique de façon prospective. Alors une autre dernière perspective, c'est ce que je disais, c'est qu'à partir d'un modèle comme ça, on peut simuler la chirurgie. C'est-à-dire le modèle là ce que vous voyez à gauche, c'est des crises simulées dans le modèle. À droite, on a fait des résections virtuelles, c'est-à-dire on a pris le cerveau du patient, on a enlevé certaines zones et on regarde ce que ça donne dans le modèle. Est-ce que dans le modèle, il y a toujours des crises ou pas? En gros, c'est ça. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'on peut être très efficace, peut-être plus efficace qu'une chirurgie réelle. On commence à appliquer ça. Là, je vous ai mis un cas réel ici. C'est un patient qui a été opéré. On a d'abord analysé ses crises sur des critères habituels. On l'a opéré, ça a été un échec. Et donc, en retour, on s'est retourné vers l'équipe de modélisation. On leur a dit, est-ce que vous pouvez, avec le cerveau virtuel, expliquer l'échec? Et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'en reproduisant dans l'ordinateur la chirurgie qui avait été faite, eh bien, ils retrouvaient effectivement que c'était un échec. Et il y avait une petite région, c'est la région que vous voyez en rouge, là, sur le cerveau. Il y a du bleu, c'est la chirurgie qui avait été faite. Et ce qui est en rouge, c'est ce qui reste, en fait, après la chirurgie, comme activité électrique dans ce cerveau. Et donc, en retour, on a opéré le patient. On a enlevé la région en rouge et le patient a été libéré de ses crises après cette chirurgie. Et l'idée, c'est peut-être de modéliser encore davantage, peut-être avant les futures opérations, c'est ça? Alors ça, c'est vraiment le début, parce que ce qu'on veut faire dans l'avenir, c'est d'avoir une modélisation complètement non invasive. Ouais. C'est-à-dire prendre des enregistrements de surface, ne pas être obligé de mettre des électrodes dans le cerveau. D'accord. C'est ça, à mon avis, c'est fascinant. L'objectif le plus intéressant. C'est fascinant, le projet justement de jumeaux numériques et puis aussi de ce cerveau virtuel en réalité. C'est le VBTech, c'est ça? Alors VBTech, c'est une start-up qu'on a créée, qui est une start-up qui développe toutes ces technologies autour du cerveau virtuel dans l'épilepsie, mais potentiellement dans d'autres maladies.
puisque c'est un principe de modélisation qui peut être applicable dans d'autres maladies neurologiques. On a des projets notamment dans la maladie de Parkinson, pour modéliser l'effet de la stimulation. Merci beaucoup. Alors justement, on va parler d'autres modélisations, peut-être non invasives, mais en tout cas, on va décrypter toutes les données qu'on réussit à avoir avec vous, Maureen. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos recherches à vous, et notamment à travers 2 cas concrets que vous allez nous expliquer? Oui, bonjour, merci. Donc moi, à la base, je suis mathématicienne et donc je travaille à l'INRIA, qui est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, ici à Sophia Antipolis. Et donc les mathématiques, c'est une façon de décrire, mettre le monde en équation, donc mettre le monde Tout à l'heure, on m'avait dit que les mathématiques, c'est super, ça peut être très ludique aussi. Oui, bien sûr. Et puis on le voit sur le côté interdisciplinaire, c'est-à-dire que ça mène à tout, on a besoin de mathématiciens, on a besoin de physiciens. Tout à fait. Et comme ça permet donc de mettre le monde en équation, et en particulier l'activité cérébrale, donc je partage avec Fabrice le fait de m'intéresser à l'électricité et même les champs électromagnétiques qui sont produits par l'activité cérébrale, eh bien, en fait, ça permet aussi d'observer des choses cachées. Parce que en mathématiques, on parle de problèmes directs ou de problèmes inverses, et les problèmes inverses en mathématiques, c'est arriver à trouver des choses qu'on ne peut pas mesurer à partir des choses qu'on a mesurées. Et grâce aux équations qui font le lien, en fait, qui nous ramènent cette information plus proche de ce qu'on observe, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on observe, comme a dit Fabrice, ce sont grâce à des électrodes qui peuvent être soit dans le cerveau, soit à l'extérieur de la tête, mais collées sur le cuir chevelu quand même. Et ce qu'on n'arrive pas à mesurer, c'est l'activité d'intérêt, en fait, qui est vraiment plus profonde, qui est au plus profond du cerveau, enfin de la matière grise. Et qui est éventuellement à différentes échelles aussi, parce que nos électrodes, elles ont une taille qui fait qu'on mesure l'activité électrique à une certaine échelle, mais il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer à des échelles plus fines, etc. Donc les modèles mathématiques, ils permettent de relier éventuellement différentes échelles et aussi des parties cachées à des parties qu'on voit. Et donc le premier inverse, c'est arriver malgré toutes les incertitudes et avec certainement des a priori, on se fait un peu une représentation déjà de ce qu'on cherche à mesurer, d'arriver à trouver des indices de ce qu'on cherche. Et donc, je vais vous montrer un exemple qui n'est pas tout à fait en épilepsie et qui n'est pas non plus pour soigner une maladie, mais je vais vous montrer sur des patients atteints de la maladie de Charcot. Pour mieux communiquer, c'est ça. Oui, là, c'est plutôt pour mieux communiquer. Donc, ces personnes n'ont pas de déficit cognitif, mais ils ont un tel déficit moteur qu'ils sont dans l'incapacité de communiquer verbalement ou d'autres manières. Et donc, en mesurant leur activité cérébrale et électrique cérébrale, donc là, c'est de manière non invasive avec de l'électroencéphalographie, on détecte un signal qu'on appelle le P300. Et on a appelé le logiciel qu'on a conçu le P300 Speller pour épeler. Ça permet d'épeler des lettres. Comment est-ce qu'on épelle ces lettres? En fait, la personne va regarder un écran. Et il y a des lettres qui vont clignoter de manière apparemment aléatoire. Mais en fait, quand la lettre qu'elle veut sélectionner clignote, ça crée une réponse cérébrale assez forte, suffisamment forte pour que même en temps réel, pratiquement en temps réel, c'est-à-dire quelques millisecondes après son apparition sur les capteurs, on soit capable de détecter que ce signal est présent. Donc ça veut dire que la lettre qu'elle voulait épeler, c'est affiché. Et on a déduit le mot qu'elle veut épeler. Donc on va vous montrer un film qui a été filmé ici à Nice. C'était une patiente qui faisait partie de 20 patients qui ont bien voulu se prêter à une recherche clinique en fait pour vérifier que dès la première utilisation de ce système, les personnes étaient capables de l'utiliser. Donc là, vous allez voir, si vous voulez bien me passer la vidéo, une patiente à qui on a demandé de penser à un mot de 5 lettres. Ouais. Et elle nous a pas dit le mot, elle ne l'a pas dit, mais
En fait, chaque fois que la lettre sur laquelle elle est en train de se concentrer clignote, ça crée cette petite onde cérébrale P300 dans son cerveau. Et au bout de quelques répétitions, parce qu'en fait on en fait flasher plusieurs à la fois, donc il faut quand même recouper les informations, au bout de quelques répétitions, on arrive à détecter quelle est la lettre sur laquelle elle porte son attention. Donc ça c'est basé uniquement sur l'activité cérébrale. On pourrait aussi utiliser le mouvement des yeux aussi pour les personnes qui ont encore le mouvement des yeux pour communiquer, mais ça leur donne un autre moyen, une autre modalité de communication, et ils sont éventuellement pas prisonniers d'un seul. Donc encore une fois, on a des données, en l'occurrence des signaux électriques, des équations, des modèles qui permettent de comprendre, et vous avez mis au point un logiciel. Voilà. Et cette patiente, vous voyez qu'elle a une tablette devant elle parce qu'elle a encore un peu de motricité. Elle est à un stade encore précoce de la maladie. Malheureusement, c'est une maladie qui n'a pas une évolution favorable, jamais. Mais par la suite, une autre personne nous a contacté qui, lui, était dans un hôpital à Chambéry où il vivait dans cet hôpital parce qu'il était vraiment très... Lui aussi est malade. Il était tétraplégique et il voulait pouvoir utiliser notre logiciel pour le tester, voir si ça marche, etc. Donc on lui a dit qu'à Chambéry, c'était un petit peu loin, donc ça nous paraissait difficile d'aller l'équiper avec un électroencéphalogramme, mais on était prêt à mettre le logiciel à disposition s'il voulait l'installer lui-même et l'utiliser. Donc c'est ce qu'il a fait avec un ami, et il a fait une petite levée de fonds pour acheter un casque d'électroencéphalographie très bas de gamme, en fait, très peu coûteux, et qui donne pas des signaux très propre, en fait, c'est-à-dire avec beaucoup de bruit. Ce qui fait que, on s'en doutait, il a fallu beaucoup plus de répétitions des flashs, en fait, pour arriver à détecter la lettre sur laquelle il voulait se concentrer, parce que notre logiciel, en fait, au fur et à mesure, il augmente la probabilité de chacune des lettres d'être la bonne, quoi. Donc, si on peut passer le deuxième film, avec l'ami qui l'a aidé à installer le dispositif. Ils ont filmé en fait son utilisation, et je pense qu'à un moment ça va se mettre en accéléré, parce que sinon on resterait 10 minutes à regarder quelques lettres en train de s'épeler. Donc c'est quand même une technologie qui là, avec des capteurs un peu bas de gamme. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que sans grand équipement, on peut réussir à décrypter ce que la personne pense, en fait. Oui, quand même avec un équipement. Donc là, c'est basé sur de l'eau salée, c'est même pas du gel, c'est juste de l'eau salée sur des petites éponges, en fait, et des capteurs assez basiques, quand même. Il y a l'activité cérébrale est là, et on arrive à la mesurer. Donc c'est assez... Enfin, ce signal P300, il me fascine assez parce qu'il est vraiment très, très robuste. Il est là chez tout le monde, quel que soit leur état. Même, on verra peut-être après, des états encore moins relationnels que celui-là. Donc c'est un exemple de choses qu'on peut faire quand on a des outils informatiques qui peuvent aider à déceler des choses qui sont présentes dans les signaux électroencéphalographiques. Donc là encore un équipement pas forcément très sophistiqué, mais une interdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on va faire travailler différentes disciplines pour mieux comprendre, pour comprendre de manière quasiment fluide ce à quoi pense la personne. Ça c'est totalement indispensable en fait dans ces domaines-là qui font intervenir des systèmes complexes, en fait de s'y pencher avec des regards interdisciplinaires. Oui. Alors cette approche, elle est chère aussi à Athina, qui nous parle depuis la Suisse. Un grand merci à elle. Donc Athina, vous êtes chercheuse à l'Institut d'informatique de la Faculté des sciences et au département de neurologie de la Faculté de médecine de l'Université de Berne. Et vous me disiez aussi tout à l'heure que vous-même vous êtes ingénieur, mais vous travaillez avec des mathématiciens, des physiciens, et vous vous intéressez au coma. C'est-à-dire que je vous laisse nous expliquer un petit peu ce que vous arrivez à voir justement en décryptant les signaux électriques du cerveau. Oui, bonjour. Exactement. Je suis aussi très fascinée par les champs électromagnétiques du cerveau. Et dans mon groupe de recherche, on utilise des outils de modélisation pour modéliser les signaux du cerveau qu'on enregistre notamment avec l'électroencéphalographie, en mettant des électrodes sur la tête des patients ou des volontaires en bonne santé et en mesurant l'activité cérébrale.
Et la façon traditionnelle qu'on a d'analyser les signaux, c'est de présenter des centaines de répétitions des stimuli, par exemple visuels, auditifs, des images, des sons. Après, on calcule la réponse moyenne à ces répétitions et après, peut-être éventuellement, on calcule même la moyenne dans une population de patients, par exemple. Et après, on mesure l'amplitude ou la latence des réponses. Donc, ça, c'est les façons traditionnelles qu'on a pour analyser ces signaux. Et par contre, avec les outils informatiques, on arrive à extraire des caractéristiques beaucoup plus complexes et souvent des caractéristiques qu'on n'arrive pas à voir avec nos yeux. Et là, avec ça, on a deux buts. D'abord, c'est de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau en bonne santé, donc le cerveau sain, comment est-ce qu'on perçoit l'environnement qui nous entoure, comment est-ce que notre cerveau réagit au son quand on dort ou quand on est réveillé, et comment on peut apprendre de l'information, extraire de l'information. Et après, le deuxième but, c'est aussi de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau des patients qui sont dans le coma. Et notamment là, dans nos recherches, on a présenté les patients dans un coma avec nos collaborateurs avec des sons en écouteurs. Ça, c'est des patients qui ont eu un arrêt cardiaque et qui ont été admis aux soins intensifs des différents hôpitaux. Et on a enregistré en même temps les réponses du cerveau à ces sons. Et après, avec les outils informatiques, et notamment les réseaux neuronaux artificiels ou le réseau convolutif, on a pu analyser ces signaux et montrer qu'on peut prédire les chances de réveil de ces patients dans le coma. Et pas seulement on a pu prédire les chances, donc aider au pronostic, mais aussi avec ces outils qui sont très très puissants, on a aussi pu assister et donner un pronostic pour des patients qui aujourd'hui, avec les outils existants, auraient été dans une zone grise, c'est-à-dire que les cliniciens n'auraient pas pu être capables de dire si ces patients allaient se réveiller du coma ou pas. Donc là, c'est un exemple d'une application de l'intelligence artificielle pour soulager la famille des patients et aussi pour aider dans la prise de décision clinique, dans le traitement et la gestion des patients dans un coma aigu. C'est fascinant. Donc on arrive à mieux prévoir en fait quand une personne pourra peut-être se réveiller, hein, c'est ça. Et l'étape suivante, c'est peut-être utiliser ces outils d'intelligence artificielle pour augmenter les chances de réveil, ou alors ça on peut rien faire pour l'instant, à votre avis? Alors l'étape suivante serait d'abord de développer des outils qu'une équipe clinique peut utiliser sans avoir besoin des informaticiens, parce que ça pour l'instant ça n'existe pas encore. Et donc, au mieux intégrer ces outils dans la pratique clinique et dans la prise de décision, parce que là, aujourd'hui, ça reste au niveau des recherches. Et donc, ça serait l'étape d'après. Et après, on pourrait aussi envisager d'avoir des recherches où on essaye de grouper des patients et de mieux comprendre qu'est-ce qui est différent dans la gestion ou dans le fonctionnement du cerveau des patients qui se réveillent du coma. Et donc, essayer d'amener tous les patients vers ces chemins-là pour qu'on ait plus de patients qui se réveillent éventuellement. Exactement. Merci beaucoup. Vas-y, Hélène. Ouais. Oui, j'ai peut-être une question parce que voilà, on s'interroge toujours sur le fait de savoir si les proches qui parlent à une personne qui est dans le coma, si la personne qui est dans le coma les entend. Est-ce que ça, on pourra le savoir aussi un jour? Ou est-ce qu'on le sait peut-être déjà? C'est une question très très précieuse. Et ce qui est vraiment fascinant avec le cerveau, c'est que même quand on a des patients qu'on pense qu'ils ne nous entendent pas et qu'on ne voit pas des signes qu'ils réagissent à leur entourage, très souvent on a des réponses cérébrales très robustes et très similaires même aux personnes saines. C'est-à-dire que le cerveau maintient une capacité de réagir au son de l'environnement. Après le fait de réagir au son et comprendre le son et après avoir des souvenirs de ces sons, comme quand on sort du coma, sont des choses très différentes. Et donc là, on a aussi besoin des outils comme les interfaces entre cerveau et machine, que Maureen vient de nous montrer, afin de pouvoir communiquer aussi avec ces patients. C'est fascinant, merci beaucoup. Et quand on parle de son, ça nous parle ici parce qu'on a la chance d'avoir dans notre table ronde des musiciens passionnés de musique. On en a parlé tout à l'heure avec vous, Fabrice. Et c'est le cas aussi avec vous, Maureen, puisque vous adorez le piano.
Et vous m'avez dit tout à l'heure que votre papa, vous avez, en dehors de vous enseigner les maths, et que les maths, ça peut intéresser les filles, je crois que vous avez 3 filles, eh bien, vous avez dit que le piano et les maths, ça vous avait beaucoup aidé dans votre parcours. Voilà, c'est un petit message. Fabrice, je reviens sur vos recherches. Donc, vous intéressez beaucoup à l'épilepsie, et ça pourrait concerner, enfin, ça pourrait servir à d'autres maladies ou d'autres états. Oui, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, l'épilepsie, c'est un marqueur assez facile pour la modélisation, puisqu'on l'a dit, on l'a vu, ce qui est avant tout modélisé, c'est de l'activité électrique. Ouais. Et comment l'activité électrique a une signification particulière en cognition, dans la communication, dans la perception musicale, etc. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres maladies neurologiques où il y a autant d'altérations d'électricité que dans l'épilepsie ? Facilement, on dirait non. En fait, on sait que, par exemple, dans la maladie de Parkinson, les noyaux gris centraux qui sont modifiés par des modifications biochimiques, une des altérations est aussi électrique. Il y a, par exemple, trop de synchronie dans certaines bandes de l'EEG dans la maladie de Parkinson. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un paramètre qui peut être intégré dans une modélisation. Ce qu'on cherche, qu'on a besoin pour modéliser, c'est certains paramètres et qui ont une signification. Donc une fois qu'on a identifié ça, on peut modéliser et on peut essayer de modéliser des méthodes qui vont restaurer un fonctionnement normal. Et je peux poser une question Allez-y, moi. Fabrice, le fait que, par exemple, la stimulation transcrânienne magnétique agit sur plusieurs types de maladies, ça ne montre pas que l'électricité quand même est impliquée dans ces maladies ? Alors, juste la stimulation, allez-y, vous pouvez nous expliquer. En 2 mots, oui. En fait, c'est d'appliquer des champs magnétiques externes à la tête, mais qui ont un effet électrique à l'intérieur, puisque en fait, les champs magnétiques et les champs électriques, c'est des choses très, très couplées entre elles. Donc D'accord. Oui, non, mais c'est après le problème, c'est une fois que l'on a dit que le cerveau marchait avec l'électricité, si on applique de l'électricité sur le cerveau, la stimulation électrique aussi. On connaît tous l'effet de la sismothérapie, de l'électroconvulsivothérapie. C'est très efficace dans les maladies psychiatriques, par exemple. C'est très profond aussi. La stimulation profonde. La stimulation électrique cérébrale profonde. Nous, on est très impliqués dans la recherche sur la stimulation électrique transcrânienne, c'est-à-dire appliquer des courants électriques. Donc, Maureen parlait de courants magnétiques, mais on peut aussi directement appliquer des champs électriques sur le crâne qui vont influencer l'activité électrique du cerveau. Après, une fois qu'on a dit ça, on a besoin quand même de marqueurs que l'on modélise. C'est-à-dire que les modélisateurs disent, oui, mais ok, je vais modéliser un cerveau, maintenant, c'est quoi la marque de ton cerveau pathologique ? Donc il faut arriver à avoir des marqueurs suffisamment pertinents pour les modéliser. Et une fois qu'on les modélise, eh bien, on va pouvoir appliquer des méthodes qui vont restaurer cette anomalie. Par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, vous avez des modifications de l'excitabilité neuronale, de l'excitation, et on commence à rentrer ça dans des modèles de maladie d'Alzheimer également. D'accord. Donc ça pourrait s'appliquer à Parkinson et Alzheimer à l'avenir. Oui. Vas-y, Hélène. J'ai peut-être aussi une question, alors sans citer une maladie en particulier, parce qu'il y en a beaucoup, mais est-ce qu'on peut aussi envisager une application dans le champ des maladies neuromusculaires ? Quand il y a une faiblesse de l'axone, alors l'axone sous votre contrôle, prolongement de la cellule nerveuse ? Alors ça, c'est un domaine que je connais moins bien. J'imagine qu'il y a des modèles des modélisations d'activité neuromusculaire. Ce qui se voit aussi dans certaines maladies neuromusculaires, et en particulier, par exemple, dans la sclérose latérale amyotrophique, dont on a parlé, voilà. c'est qu'il y a aussi une atteinte cérébrale qui peut être également modélisée. On avait un projet... un gros projet d'institut de neurosciences computationnelles à Marseille où on a projeté de faire de la recherche là-dessus. C'est fascinant, effectivement. On peut peut-être mentionner aussi, puisque Fabrice a parlé des marqueurs, que ça peut être intéressant avec les interfaces cerveau-machine aussi, peut-être dans le futur, mais la recherche y travaille, d'arriver à trouver des marqueurs de l'épilepsie qui puissent être retransmis aux patients en temps réel. Ça s'appelle du neurofeedback. Ouais. Donc, arriver à trouver dans l'activité cérébrale quelque chose qui puisse peut-être être modulé de manière consciente par les patients. Alors, pas pendant leur crise, bien sûr, mais plus en dehors de leur crise,
Ça peut être intéressant aussi s'ils peuvent prendre conscience comme ça de certains signes avant-coureurs d'une crise par le fait qu'on leur présente des marqueurs de la survenue d'une crise. Donc c'est des choses sur lesquelles il y a la recherche en cours, il n'y a pas encore de pratique clinique là-dessus, mais en temps réel. Là, l'idée, c'est d'avoir un marqueur de la maladie qui soit perçu par le patient et qui, en feedback, le modifie. Et donc, ça va modifier l'état cérébral qui, dans le cas de l'épilepsie, va être propice à la naissance des crises. C'est l'idée de ce neurofeedback qui peut être appliqué en dehors des crises, mais qui peut être appliqué juste au début des crises. Si le patient est conscient du début de sa crise, il va appliquer une stratégie mentale. Il faut qu'on l'entraîne avant. Donc, c'est le principe du neurofeedback ou du biofeedback plus généralement. En retour, dès qu'il sent les premiers signes de sa crise, il va appliquer ces stratégies qui bloquent la crise. C'est assez... Donc ça, c'est des modèles effectivement de traitement qui sont très intéressants. Une meilleure compréhension et une action donc sur l'état du patient. Vous avez compris, ce qui est très important, c'est d'avoir des marqueurs pertinents de la maladie. Les données, quoi. À partir des données. Ouais. Voilà. D'accord. Donc il y a toujours une première étape qui est d'analyser qu'est-ce qui caractérise une maladie cérébrale. Quel est mon marqueur pertinent, encore une fois, sur lequel je vais pouvoir agir. C'est fascinant. On va bientôt ouvrir les questions Absolument, Guillaume. Au public, mais j'avais peut-être, l'occasion de donner la parole aussi à Tina, je voulais vous entendre sur un débat qui fait beaucoup parler en ce moment dans l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de recherche ouverte, pas ouverte, de nécessité de l'open source. Je pense que c'est assez clé. Et tout à l'heure, tous les trois, avec vous trois, on parlait de Neuralink. Vous savez, une personne dont on parle peut-être un peu trop dans les médias, Elon Musk, et qui a eu l'autorisation de la FDA, l'autorité de santé américaine, pour... Là, c'est un projet invasif pour greffer une puce dans le cerveau. Alors, il dit que c'est à des fins thérapeutiques. Oui. Pour l'instant, après on ne sait pas trop parce qu'il a toujours un double discours. Il dit aussi que ça permettra à l'homme de résister à l'intelligence artificielle. Mais ce qui caractérise un peu ce projet, c'est quand même le côté un peu fermé. Et peut-être je voulais vous entendre sur la nécessité d'avoir une recherche ouverte, ou en tout cas... Et ça existe déjà en fait. Oui. Dans l'épilepsie, il y a un système qui s'appelle NeuroPace, et dans lequel il y a un système qui est implanté sous la voûte crânienne des patients avec épilepsie, qui est un système qui détecte les crises. Il y a un petit micro-ordinateur qui enregistre et qui restimule derrière. Ouais. Et le CEA fait des choses aussi intéressantes. Donc, mais ça, c'est un système qui n'existe qu'aux États-Unis aujourd'hui. Le problème de la recherche, de ces recherches-là, c'est qu'à ma connaissance, c'est pas publié. C'est ça. Bon, donc ça reste très obscur. Il y a des problèmes de brevets derrière, donc... voilà. Puis il est dans une compétition avec d'autres sociétés, etc. Mais effectivement, c'est important, et c'est peut-être ce qui a motivé aussi la personne qui vous a contacté de Chambéry, c'est-à-dire que vous publiez régulièrement, et je sais que ça tient aussi à cœur d'Atina, vos recherches pour travailler, Publier les recherches dans des journaux où il y a des critiques par les pairs, c'est le principe de la recherche, c'est-à-dire qu'on va nous présenter ce qu'on a fait, et on va être critiqué, on va le publier. Derrière, soit ça va être repris, ça va permettre le développement d'autres recherches, soit ça reste dans l'état, ça veut dire que ça n'intéressait pas grand monde et que c'était pas terrible. Au fond, l'histoire donne souvent raison ou pas à ce qu'on publie. Il y a aussi des données qui sont importantes à partager quand on peut, parce que dans le domaine clinique, bien sûr, les données ont un caractère sensible. Donc il y a aussi beaucoup de travaux pour arriver à partager certains aspects des données pas sensibles pour permettre à l'intelligence artificielle d'apprendre quand même sur des masses de données tout en gardant les données sensibles là où elles ont été acquises. Oui, parce que cette IA elle devient pertinente si on la nourrit bien, entre guillemets, si on lui donne des données pertinentes. Guillaume, je propose effectivement que nous prenions quelques questions. Je vois des mains se lever, déjà deux de ce côté-ci. Madame, le micro arrive vers vous. On vous écoute. Oui, bonjour. J'ai deux petites questions. En fait, vous parliez de signes avant-coureurs avant une crise d'épilepsie. Est-ce qu'il y a forcément toujours des signes avant-coureurs ou est-ce que cela dépend du type d'épilepsie? Première question. Et deuxième petite question rapide, mais est-ce qu'on peut devenir épileptique après 40 ans?
Alors, je vais répondre à la deuxième, ça va être plus simple. Oui. Le cerveau, comme on l'a dit, hein, c'est un cerveau qui produit de l'électricité et qui est extrêmement fragile dans son système de production d'électricité. Et l'épilepsie, c'est un déséquilibre excitation-inhibition qui existe dans le cerveau normal. Hein. Donc le fait de passer sur un système trop excitable, c'est extrêmement fréquent. Hein. Vous savez qu'une personne sur 10 dans sa vie va faire une crise d'épilepsie. Hein. Donc vous voyez le nombre de personnes, vous êtes ici, je ne sais pas combien vous êtes. Il y a un bon nombre d'entre vous et d'entre nous qui allons faire un jour une crise d'épilepsie. Hein. Donc c'est assez banal. Le maximum de fréquence des premières crises, c'est dans l'enfance. Après, ça baisse un petit peu. Et puis, il y a un bond prodigieux après 50 ans. Beaucoup de malaise après 50 ans, parce qu'on parle de malaise, on ne parle pas toujours sont des crises d'épilepsie, en fait, hein, qui sont mal diagnostiquées. C'est une maladie qui est sous-diagnostiquée. Hein, on dit que c'est 1% de la population, c'est probablement beaucoup plus. Donc oui, à tous les âges, on peut faire des crises de causes très différentes. La deuxième question sur les signes avant-coureurs, le début de la crise d'épilepsie, ça peut être vécu consciemment par quelqu'un quand elle est focale, quand elle part d'une zone focale dans le cerveau. Par contre, quand les crises sont généralisées et touchent d'emblée tous les deux hémisphères, très souvent, il n'y a pas de signe avant-coureur. Le patient nous dit, je ne me rappelle pas, je suis tombé. Par contre, si c'est focal, si ça touche par exemple des zones qui servent à l'intégration auditive, on a parlé du cortex auditif, certains patients ont des hallucinations musicales, hein, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on peut entendre une musique par exemple, ou des sons. Si c'est le système visuel, vous allez voir des flashs lumineux, parfois des scènes plus complexes, etc. Merci beaucoup. Monsieur, on vous écoute. Oui, bonjour. Dans ce qu'on pense, il y a d'une part ce qu'on pense et ce qu'on veut exprimer, mais aussi ce qu'on pense et qu'on ne veut pas forcément exprimer. Alors, avec les évolutions technologiques, ce que je voulais savoir, c'est, à votre avis, est-ce qu'il y aura éventuellement des moyens de décrypter non seulement ce que les gens pensent et veulent exprimer, mais aussi ce qu'ils pensent et ne veulent pas forcément exprimer? C'est-à-dire faire une sorte, comme il y a du hacking dans le domaine des systèmes informatiques, est-ce qu'il y aurait éventuellement dans le futur des possibilités de hacking dans les systèmes cérébraux? Super question. Alors, Allez-y, Maureen. bon, pour le moment, c'est déjà très difficile de décoder ce qui se passe dans le cerveau. Mais il faut faire attention au futur, ce qui pourrait se passer plus tard avec plus de moyens et plus de données aussi qui auront été traitées. Ce à quoi il faut faire attention, effectivement, c'est à ne pas instrumentaliser les personnes. Et donc, par exemple, je considère que des EEG, faire porter des EEG à des personnes dans un cadre où il y a, coercitif comme au travail, par exemple, ça peut... il faut faire attention. On peut s'en servir peut-être pour faciliter l'inclusion de certaines personnes dans le travail, peut-être, mais il faut faire attention, effectivement, à savoir exactement ce qui est fait avec l'objet Quelle est la de finalité, la personne. en fait. Par exemple, aux États-Unis, on a utilisé le P300 que je vous ai montré tout à l'heure pour des opérateurs qui regardent des images militaires, dans le cadre militaire, pour leur faire... en fait, c'est des opérateurs qui doivent détecter si une image contient un bâtiment ennemi, un navire ou quelque chose de l'ennemi, quoi, et il faut qu'ils fassent ça très rapidement, c'est leur boulot au jour le jour, mais en leur mettant un casque EEG sur la tête, on peut voir que certaines images qu'ils avaient mis comme négatives, en fait, l'EEG avait vu que c'était positif, c'est-à-dire qu'en fait, on pouvait corriger des erreurs de la personne grâce à l'EEG en plus, donc... Voilà, c'est un peu utiliser l'humain comme une caméra vidéo intelligente. Oui. Faut se poser des questions. Est-ce qu'on veut se prêter à ça? Voilà. Mais après, c'est à la société de se poser des questions sur jusqu'où est-ce qu'on veut utiliser ces technologies. Ces technologies vont exister et après, il faut la transparence sur ce qui est fait vraiment. Donc le cadre européen de Digital Service Act, etc. Ça sert à ça. Ça sert à ça. Et si je ne me trompe pas, corrigez-moi. C'est aussi au cœur des réflexions sur les neurodroits. Je sais que l'UNESCO réfléchit là-dessus, le Chili aussi, c'est-à-dire donner des droits parce que tout un chacun puisse conserver l'intégrité de son cerveau et pas être surveillé, par exemple, en permanence. Peut-être Atina, un mot là-dessus, sur cette protection. Oui, exactement. Pour moi, ça montre les besoins qu'on a pour avoir des recherches interdisciplinaires, parce que exactement pour éviter
des effets secondaires comme ça, qu'on puisse intervenir quand on ne veut pas dans notre cerveau, il faut toujours réfléchir pas aux effets immédiats, mais aussi à ce qui se passe 10 ans et 20 ans plus tard, et travailler très très proche avec des éthiciens et aussi avec des philosophes afin de pouvoir anticiper tous ces potentiels dangers. Merci beaucoup. Madame, vous avez une question, on vous écoute. Merci pour toutes ces interventions passionnantes. Ma question est complètement différente. Peut-être n'est-elle pas appropriée. Je n'en sais rien du tout. Ça concerne le zona, dont on a parfois des récurrences très douloureuses pendant très longtemps et dont on suit. Enfin, le cerveau est conscient du chemin qu'il suit et on n'arrive pas à s'en guérir. Est-ce qu'on peut imaginer une modélisation du cerveau, enfin des éléments pertinents pour arriver à modéliser ce type d'affection? Merci de votre réponse. J'imagine que c'est à moi là. C'est vers vous qu'on se tourne. Oui. Mais c'est vrai, et même plus globalement, enfin, est-ce que ça ouvre vraiment des perspectives très larges jusqu'où Encore une fois, là, c'est un process très particulier. Le zona, c'est une réactivation périphérique d'un virus quiescent dans les ganglions sensitifs du système nerveux périphérique. Alors après, ça a un impact, ça fait mal, c'est très désagréable, ça a un impact cérébral. Donc, si on voulait modéliser ça, il faudrait avoir des marqueurs, encore une fois, de ce qui se passe dans le cerveau au moment où il y a une réactivation du zona. Mais là, on va aller plutôt vers des modélisations de circuits de douleur dans le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a un circuit cérébral, il y a un réseau cérébral impliqué dans la douleur, avec par exemple le gyrus singulaire, l'insula, qui sont des zones qui s'activent quand on a mal, certaines régions du thalamus. Voilà, ça, potentiellement, c'est modélisable. Est-ce que, spécifiquement, le modèle applicable au zona a une spécificité là-dedans? Je ne suis pas compétent pour le dire, je ne verrai pas plus loin. Mais pourquoi pas si on a des marqueurs? Merci. Madame, on vous écoute. Oui, alors pardon d'avance pour la naïveté de la question, mais comment l'électricité se forme-t-elle dans le corps? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? Merci, madame. C'est important, effectivement. Donc, comment l'expliquer simplement? Maureen? En fait, il y a des manifestations d'électricité, des fois vous prenez le jus. Donc il y a des différences de potentiel en fait. Des différences de ce qu'on appelle le potentiel électrique, qui est un peu comme l'équivalent de l'altitude pour de l'eau par exemple. Vous voyez, quand l'eau est en altitude, elle peut descendre. L'équivalent de l'altitude pour l'électricité, c'est le potentiel. On l'appelle ça comme ça, et c'est ça qui fait que l'électricité en fait circule quand il y a des différences de potentiel. Et les potentiels qu'il y a dans le corps, en fait, c'est des différences en fait, entre les membranes des cellules, de l'intérieur à l'extérieur des cellules, il y a des différences de potentiel électrique, et c'est ça qui fait qu'il y a de l'électricité qui peut circuler dans le corps. Mais Fabrice, tu peux compléter? Oui, en fait, par exemple, les protéines ont des charges négatives ou positives. Les ions, il y a des ions dans les liquides qui circulent autour des cellules qui sont chargés positivement, négativement. Et selon les équilibres de ces ions de part et d'autre de la membrane des neurones, ça va donner ce qu'on appelle un potentiel, effectivement. Et quand le neurone est activé, ce potentiel change. Ça crée ce qu'on appelle une dépolarisation. La membrane change de potentiel et il peut y avoir des transferts d'électrons qui créent des courants électriques à ce moment-là et qui se propagent le long de la membrane du neurone, qui vont arriver sur des synapses, qui vont passer sur d'autres neurones par d'autres mécanismes. Enfin, c'est compliqué. Et ce qu'on capte, par contre, on a parlé des EEG, de magnétoencéphalographie, ce qu'on capte, c'est une résultante globale de l'activation de beaucoup de neurones comme ça. Donc c'est des champs électriques qui sont produits, mais par des milliers et des milliers de neurones qui ont une activité un petit peu synchronisée pour qu'on la voit sur la surface. Merci. On va prendre une dernière question. Il nous reste moins d'une minute. Monsieur, on vous écoute. Merci bien. Oui, on est frappé, c'était plus une question sur les interventions chirurgicales, je vais dire. On est frappé par la différence de niveau entre le cerveau avec les 8 milliards de neurones, ce qui est une dentelle extrêmement fine, visiblement, et vos interventions qui sont quand même assez lourdes sur quelques dizaines de millions de neurones qui passent à la trappe. Ouais. Comment vous arrivez à dire je vais intervenir là et ça ne va pas toucher ailleurs, etc. Voilà. Alors c'est une bonne question. On fait des techniques très fines et puis à la fin, vous voyez cette grosse chirurgie. Alors on essaie d'aller vers des chirurgies plus fines, justement, ce qu'on appelle maintenant minimally invasive surgery, c'est-à-dire par exemple du laser qui va être plus sélectif,
ou des chirurgies plus ciblées. Pour faire ça, il faut connaître mieux, justement, le cerveau. Hein, c'est-à-dire avec plus fin. Alors le cerveau, on le modélise comme un réseau avec des nœuds. Et les nœuds, c'est les régions cérébrales. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être plus précis, de savoir quel nœud il faut toucher. Aujourd'hui, on reste sur des chirurgies souvent assez grosses parce que d'abord, l'épilepsie dans le cerveau, c'est souvent, malheureusement, des zones très étendues, de plusieurs centimètres cubes. Hein, donc une chirurgie cérébrale, pour être efficace dans l'épilepsie, c'est souvent une chirurgie assez grosse quand même. Hein. Et quand on fait des choses plus sélectives, souvent ça ne marche pas. Alors, être plus sélectif, ça veut dire être prédictivement plus efficace. Alors, vous savez qu'on est dans une médecine qui se veut être 4P, hein, elle est prédictive, préventive, personnalisée, etc. Là, c'est vraiment ça, c'est être prédictif, très personnalisé, parce que l'épilepsie de monsieur X et de madame Y, c'est pas du tout la même chose. Il faut être très personnalisé, et il faut essayer d'être le plus minimal et invasif. Merci beaucoup. Merci. On vous applaudit une nouvelle fois. Merci à tous Merci les à vous. trois. Merci beaucoup, Guillaume. Et donc nous nous retrouvons pour la suite de Neuroplanète dès 14h où nous traiterons donc des technologies pour apprendre et réapprendre à voir. Donc à tout à l'heure et merci beaucoup pour votre fidélité. C'est en fait